Très bien. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour parler d'un sujet un petit peu différent de ce que vous devez parler habituellement dans les soirées. Un petit peu quelque chose de périphérie à la médecine, mais qui est ô combien important et ô combien structurant, vous verrez par la suite dans votre activité, qui est que sont les premiers réflexes patrimoniaux. Donc, je m'appelle Guillaume Vaubieu, moi je suis médecin généraliste, je suis installé à Boeil, à côté de Nantes. J'ai certains d'ailleurs de vos collègues qui sont présents ici ce soir, qui sont passés à mon cabinet, parce que je suis maître de stage universitaire. Et donc, j'ai créé les soignants investisseurs parce que ça répondait d'un constat sur le fait que nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous occuper de notre argent, de notre patrimoine financier. On passe du temps à soigner nos patients, on passe du temps à se former, à gérer tout ce qui est autour du cabinet, mais pas tellement à s'occuper de notre argent. Et donc, le gros souci, c'est que soit on s'en occupe pas du tout, et puis on met tout sur le tapis, soit au contraire, on le délègue complètement aveuglément à des personnes qui vont tourner autour de vous. Vous verrez, ça commence peut-être déjà dès maintenant, mais quand vous serez installé, quand vous aurez déjà un peu un patrimoine qui va commencer à se constituer, quand vous allez être remplaçant, gagner un peu d'argent, plus qu'en tout cas quand vous êtes interne, les gens vont un peu tourner autour de vous et parfois n'ont pas toujours les intérêts qui sont alignés avec les vôtres. Et moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai eu des mauvaises expériences et c'est comme ça que je me suis dit, forme-toi, avance, apprends des choses, investis, rate parfois. Et c'est fort de toute cette expérience-là que je me suis dit, il faut le transmettre à mes collègues, parce que j'en avais marre à la pause déj, de leur dire, allez voir telle personne, essaye de te former sur tel livre. Je me suis dit, de suivre tel influenceur, je dis, écoute, fais-le toi-même. Et c'est comme ça qu'est né les soignants investisseurs. C'est au travers d'une newsletter qui est bi-hebdomadaire, et puis bi-hebdomadaire, non, qui est bimensuel, pardon. J'aurais vraiment pas le temps bi-hebdomadaire. En gros, et puis l'organisation, comme là ce soir, de webinaires autour de la finance et des bases de la finance perso. Puis après, j'en aurai d'autres qui vont s'organiser sur des sujets un petit peu plus techniques de l'investissement. Et l'objectif de ce webinaire, c'est qu'il soit le plus interactif possible. Déjà, je remercie beaucoup Johan de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de vous parler à vous en tant qu'interne, de pouvoir vous présenter mon projet et de vous présenter ces bases de l'investissement. Le but, c'est que ce soit interactif. Il y a un petit onglet, je vous remontre vite fait, si vous voulez poser des questions. Il faut aller sur cet outil-là de réunion et vous avez un petit onglet questions. Et normalement, vous pouvez poser vos questions et Johan les récoltera, m'interrompra pour les poser, parce que vous êtes déjà près d'une 46 inscrits, donc évidemment on peut pas ouvrir la parole à tout le monde, sinon ça va devenir vite la foire, mais en tout cas c'est avec plaisir que je répondrai au maximum à vos questions. Et si j'ai pas la réponse en live, je m'engage évidemment à faire une recherche et de vous faire une bonne une réponse. La réunion, le webinaire est enregistré, donc on aura accès après via les adresses mail de vos inscriptions sur le Google Form. Vous aurez accès au replay du webinaire, quoi. Pour poser des questions, Guillaume vous l'a dit, et puis moi je ne sers pas à grand chose sur ce webinaire à part lire les questions et éventuellement répondre au régime un peu particulier qu'est le RSPM que Guillaume a pas eu l'occasion d'expérimenter, mais c'est tout. Voilà. Et je vous remercie d'être aussi présent. Je vois que ça plaît un petit peu, donc ça fait plaisir de faire des choses qui intéressent du monde. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour tout ça, Johan. Et puis, si tu vas mettre un précieux pour récolter les questions.
Et puis, si je digresse ou si tu vois des choses qui t'interpellent, n'hésite pas aussi, si toi aussi tu te poses des questions, peut-être que ça peut faire le relais. Le but de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu les enjeux financiers, éviter les erreurs classiques des débuts, structurer un peu vos premiers choix quand vous allez commencer à gagner un peu plus d'argent, avoir en tout cas une rémunération qui est plus importante que celle que vous avez là, et de prendre des habitudes très très tôt. Donc, il se veut assez interactif. Donc, j'ai mis un quiz au départ, un caout, et donc on va le dévoiler tout de suite pour que vous puissiez vous y enregistrer. On va se laisser un peu de temps. Il y aura une petite partie sur pourquoi s'intéresser dès maintenant à la finance perso, la primo-installation et l'immobilier, parce que c'était des questions qui revenaient assez souvent, les leviers de croissance patrimoniale, et puis donc les petites interrogations et les partages d'expériences. Et bien, sans plus attendre, on va aller rejoindre le caout. Pof, si le caout démarre. Alors, vous mettez 100 € chaque mois pendant 20 ans à 5%. Ça donne combien au bout de 20 ans si vous l'investissez à 5%? Bon, c'est pas facile, hein. Sans calculette, mais ça vous donne un ordre d'idée. Ça vous donne 41 000 €. Donc, vous voyez, avec une toute petite somme que vous investissez sur un montant à 5%, vous verrez, c'est le taux moyen de la bourse, on est même un peu au-dessus. Vous pouvez réussir déjà à mettre des sommes assez intéressantes. Alors, ensuite, ça va vite, hein. Comment évoluent les revenus d'un médecin au cours de sa carrière? Soit ils augmentent fortement au moment de l'installation. Alors, vous avez le droit à plusieurs réponses, hein. Il reste stable tout au long de la carrière. Il baisse nettement au moment de la retraite, ou il augmente en continu jusqu'à la fin. Et oui, effectivement, au début, il augmente très très fort, notamment au moment de l'installation, et ensuite, il baisse très nettement au moment de la retraite. Acheter sa résidence principale trop tôt peut être une erreur, surtout parce que soit les taux sont toujours trop élevés, soit les frais de notaire sont perdus si on vend vite. La banque peut refuser un second crédit, ou les travaux coûtent cher. Et oui, effectivement, c'est peut-être le point noir sur la résidence principale. Alors, quelle est la différence entre un crédit pour votre résidence principale et un crédit pour un investissement locatif? Le taux est toujours plus bas pour l'investissement, la durée est plus courte, le crédit locatif est partiellement payé par le locataire, où il n'y a pas d'assurance sur un crédit locatif. Donc effectivement, le crédit locatif est partiellement payé par le locataire, c'est tout l'intérêt, c'est ce qu'on appelle l'effet levier, on en reparlera. Coco est en tête, Johan numéro 2. Acheter les murs de son cabinet est surtout intéressant parce que c'est toujours fiscalement intéressant, avantageux, cela sécurise son lieu d'exercice, on ne paie plus jamais de loyer, c'est moins risqué qu'une résidence principale. Et oui, c'est ça le gros avantage, c'est que ça sécurise son lieu d'exercice.
5 participants ont donné 3 bonnes réponses d'affilée. Très bien. Bravo les gars, en tête. Pour acheter du matériel de son cabinet, la meilleure stratégie est souvent de payer comptant pour éviter les intérêts, utiliser toute sa trésorerie personnelle, passer par un crédit professionnel ou reporter l'achat le plus longtemps possible. Ça, vous êtes avec du vieux matériel tout le temps. Et oui, passer par un crédit pro, c'est hyper intéressant. Vous verrez, à partir d'un certain montant notamment, c'est vachement intéressant. Et on en reparlera. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Les habitudes se prennent dès le début. Pourquoi? Parce que il est extrêmement important. Déjà, vous avez vu, on l'a vu dans la première question, le temps est votre meilleur allié. Plus vous laissez d'argent dans l'investissement, plus les intérêts vont travailler pour vous. On va voir ce que c'est les intérêts composés après. Et donc, l'intérêt pour vous, c'est dès le départ, de se mettre dans un mode un peu d'investisseur. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais mettre une partie de mon argent à travailler et pas à laisser dormir sur un compte en banque, et je vais le faire travailler avec des intérêts. Et c'est justement ça l'intérêt, justement. Qu'est-ce que c'est que les intérêts composés? Albert Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. Pourquoi? Parce que si vous mettez 100 euros dans un compte qui est rémunéré à 5%, comme je l'ai dit, dans l'exemple, la première année, vous allez gagner 105. L'année suivante, si vous ne touchez pas à cet argent-là, vous allez non plus avoir des intérêts sur 100 euros, mais sur les 105 que vous avez gagnés. Et puis l'année 3, ça s'accumule encore, puis encore, puis encore, puis encore, puis encore. Et toute la partie en bleu que vous voyez là s'accumule, et vos taux d'intérêt, l'intérêt, gagne de plus en plus. Ce qui fait que votre capital travaille comme ça. Et c'est un peu de l'argent magique. C'est pour ça qu'il appelait ça le 8e merveille du monde, Albert Einstein. On ne sait pas vraiment si c'est vrai qu'il disait ça, mais en tout cas, c'est communément retranscrit. Et c'est le gros avantage des intérêts composés. Pour vous donner un exemple, j'ai pris ici quelque chose d'assez basique et avec peu d'investissement initial à 200 euros. Et si vous mettez chaque année, chaque mois, vous mettez 100 euros par mois, et bien vous versez régulièrement. À la fin, au bout de 15 ans, vous aurez 27 000 euros et c'est 8 000 euros d'intérêt. Alors vous dites, c'est quand même pas mal, mais si vous laissez votre argent non pas 15, mais 20 ans, c'est plus 8 000 euros d'intérêt qui est ici, mais bien, hop, 17 000 euros. Et vous avez vu qu'en seulement 5 ans, tout à la fin, les 5 dernières années, c'est là où l'intérêt composé joue à fond. Et plus vous allez laisser cet argent longtemps, plus les taux d'intérêt vont venir s'accumuler et vont faire grossir votre capital. Et c'est vraiment tout l'intérêt des intérêts composés, c'est de laisser son argent longtemps pour qu'il travaille pour vous. Au début, ça travaille quasiment pas, vous voyez. Il n'y a quasiment pas de ces peanuts, on ne gagne pas grand-chose en intérêt. On se dit, ouais, bon, pour gagner 50 balles par an, je vois pas l'intérêt. Mais en fait, ces 50 euros, ils vont venir s'accumuler au fur et à mesure. Et si vous faites après, on verra plus tard la technique du dollar cost averaging, donc d'investir régulièrement par mois, vous voyez que vos intérêts vont énormément grossir. Et c'est vrai que ça, c'est assez parlant quand on voit que en même pas 5 ans, vous doublez votre taux d'intérêt. Vous passez de 8 000 à 17 000 euros en ne faisant rien. C'est-à-dire que vous ne mettez pas d'argent supplémentaire, votre taux d'intérêt, il augmente encore. Donc, c'est hyper intéressant de faire travailler ces intérêts composés. Pourquoi c'est important de penser dès le départ à son patrimoine et à son investissement? Parce que vous l'avez bien évolué. Pendant l'internat, vous avez vu votre patrimoine ou votre argent est plutôt faible, mais plus vous allez ensuite vous installer, plus vous allez gagner d'argent et vous allez gagner rapidement de l'argent. Et le gros piège, quand on est dans cet endroit-là,
c'est qu'on va augmenter ses dépenses en même temps que ses revenus. Alors, heureusement que vous allez changer de statut, l'objectif c'est quand même d'avoir une plus grande autonomie financière. Je vous dis pas d'être en mode moine et ascétique et de ne pas du tout dépenser, mais c'est si vous prenez pas dès le départ l'habitude de mettre de côté de l'argent, d'avoir un budget où vous dites je mets 15 à 20% de ce que je gagne de côté, et ben quand vous allez augmenter vos revenus, vos dépenses, mathématiquement vont augmenter et vous allez vous mettre à un peu plus voyager, à faire plus de restos, à avoir une maison plus grande. Et heureusement que vous allez le faire. Mais le but, c'est d'avoir en tête, de garder toujours ce même ratio on dit généralement, il y a 50% qui servent pour les dépenses courantes, 30% pour les loisirs, 20% pour ce qu'il s'agit de votre investissement et de votre capital à mettre de côté, de votre épargne. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas attention à ça, au bout d'un moment, quand vous allez arriver à la retraite, vos revenus vont drastiquement chuter. On dit que en moyenne, les revenus d'un médecin chutent à peu près de 40%. Entre le moment où il est en activité et le moment où il est en retraite. Or, en retraite, j'espère pour vous déjà que vous allez pouvoir partir un peu plus tôt que ce que nous annonce le gouvernement, parce qu'on a un métier qui est quand même compliqué. Donc, si dès le départ, vous construisez pas votre retraite, vous perdez de l'indépendance, parce que c'est pas juste accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. Le but n'est pas de faire de vous des traders ou des milliardaires, sinon il fallait changer de métier, il faut pas faire médecin. Mais c'est de me dire, quand je pars à la retraite, d'abord, je suis pas obligé d'attendre l'âge légal. Et puis en plus, le gros avantage, c'est que quand je pars en retraite, même si mes revenus issus de mon activité sont basses, comme j'aurais mis de côté et que ça fait un moment que je le fais, mes intérêts composés sont à bloc. Et là, du coup, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de liberté d'investissement ou de pouvoir profiter de votre retraite, de voyager, d'aider vos enfants, vos petits-enfants, de pouvoir payer des choses intéressantes, de vous faire plaisir, sans être le bec dans l'eau quand on arrive au bout. Donc ça a vraiment cette logique-là de se dire dès le départ, je commence, alors ça peut se dire, vous avez une vingtaine d'années, même pas 30 pour la plupart, de se dire que d'emblée, vous allez vous retrouver à devoir penser à la retraite, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est pas juste penser à la retraite, c'est penser à sa liberté future et vous dire que vos revenus, et notamment quand vous allez commencer à vous fatiguer, vos revenus ne vont pas dépendre que de votre activité. Donc le piège du je verrai plus tard, ça, essayez de bien l'avoir, de bien l'éviter, et donc d'emblée d'avoir cette structuration, 50% pour vos dépenses courantes, 30% pour vos loisirs, 20% pour l'investissement, ça reste une base. Après, vous pouvez faire moins. Il y en a qui peuvent faire plus. C'est vous qui voyez en fonction de votre capacité. Les erreurs classiques des jeunes médecins, le crédit consommation. Alors ça, faut vraiment éviter de le faire. Quand on n'a pas les moyens en fait de se payer quelque chose, on le fait pas. Ou on met de côté pour pouvoir se le payer. Et évidemment, je fais la parenthèse, c'est pour votre vie personnelle, pour votre vie pro, on en parlera tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même raisonnement. Mais le crédit conso à éviter, d'abord parce que quand vous allez acheter votre résidence principale, ou si vous voulez faire des investissements plus tard en locatif, on en reparlera, votre crédit consommation, il va être un frein pour vous, ça va être un passif. Donc pas de crédit conso. Le train de vie trop rapide, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez plus en tête les 50 30-20, du coup, vous allez dépenser mécaniquement beaucoup plus que ce que vous dépensez là actuellement parce que vous allez vous coller à votre train de vie. Et moi, j'ai fait cette erreur-là quand j'étais jeune, jeune installé, je me suis dit, non, je commence à gagner pas mal d'argent, j'ai augmenté ma voiture, j'ai acheté une plus grosse maison, je voyageais plus, et puis au final, à la fin, je me retrouvais avec autant d'argent mis de côté que quand j'étais interne. Et du coup, on voit bien que c'est une stratégie qui est pas très proactive et notamment pas du tout anticipatoire. Donc,
Voilà, zéro stratégie, ce qu'on disait, la stratégie du 50-30-20 me paraît être la meilleure. Tout déléguer, c'est-à-dire en fait se dire je m'occupe pas de mon argent, ça m'intéresse pas. De toute façon, je gagne bien ma vie, donc moi c'était comme ça hein, que je raisonnais. Je gagnais bien ma vie, je voyais pas trop l'intérêt de m'en occuper. Du coup, bah, je jouerais des trucs parce qu'on était venu me démarcher et en fait, on se rend compte que c'est plein d'être frais, pas du tout adapté à notre réalité de médecin, pas du tout adapté à nos intérêts à nous et pas aligné à nos intérêts, était plus là pour enrichir les intermédiaires. Donc vraiment, ne déléguez pas tout, commencez un petit peu à vous intéresser à votre argent dès maintenant. Question 3. La résidence principale, est-ce qu'il faut acheter ou non? Alors, c'est un peu la question tarte à la crème, mais elle est extrêmement importante. Elle va dépendre vraiment de votre projection de vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que les frais de notaire, pour que vous puissiez les récupérer, il faut environ entre 5 et 7 ans. Et en plus là, les taux d'intérêt ne sont plus les mêmes qu'il y a 4-5 ans là. Et donc du coup, ou même il y a 2-3 ans. Et donc du coup, entre la somme des intérêts, les frais de notaire, les travaux que vous allez faire dans votre dans votre maison, la taxe foncière qui a énormément augmenté, vous allez payer votre taxe d'habitation si vous habitez dans un logement collectif, c'est vous qui prenez les ravalements de façade et tout ça. Et donc, si vous n'avez pas d'idée, en gros, de ce que vous allez faire dans les 7 ans à venir, moi, je préconise pas forcément d'acheter sa résidence principale tout de suite. Notamment si vous êtes dans des grosses villes comme à Nantes, où le foncier est très cher et plus cher ramené si vous regardez le prix au mètre carré, il sera plus cher, notamment dans votre loyer, que votre loyer, justement, que votre crédit va être beaucoup plus cher que votre loyer que vous payez actuellement. Et mis bout à bout, vous n'y serez pas gagnant, et notamment si vous n'avez pas de projection aussi sur votre vie de famille, sur le nombre d'enfants que vous voulez avoir, parce que très vite, si vous voulez faire agrandir votre famille, vous allez vous retrouver à devoir comment changer de logement, vendre dans la précipitation. Si vous avez une mutation professionnelle ou votre conjoint a une mutation professionnelle, vous allez devoir vendre dans la catastrophe, pas au prix que vous souhaitez. Et donc souvent, c'est dans un mauvais timing et on peut y perdre des primes. Alors, je dis pas qu'il faut pas acheter sa résidence principale. Notamment, il y en a beaucoup qui le font. Et moi, j'ai commencé en l'achetant très très tôt parce que je m'étais dit au moins je sécurise j'ai un toit sur la tête. Alors oui, mais effectivement, c'est un bon argument. Mais si vous avez une vraie projection de vie, vous savez que vous allez rester sur Nantes dans les 10 prochaines années, là, ouais, il y a un vrai intérêt. Sinon, gardez peut-être parce que le problème de votre crédit, et on va y venir après quand on va parler du locatif, c'est que le crédit que vous prenez dans votre résidence principale, c'est un passif, c'est-à-dire que ça va venir gréver votre taux d'endettement. Et je rappelle, les taux d'endettement sont à 35%. Alors on peut pousser un peu plus, mais généralement, ça va venir bloquer ce truc-là. Et donc, si vous voulez faire des investissements plus tard, notamment pour faire du locatif et commencer à avoir une augmentation de patrimoine, vous allez être bloqué par votre résidence principale. Donc, c'est pas l'alpha et l'oméga, la résidence principale. Ça peut être hyper intéressant de le faire si vous avez une vraie projection. Mais si vous savez pas du tout ce que vous allez faire dans les 2 ans à venir, c'est franchement pas un conseil, et notamment pas dans des grosses villes comme à Nantes. Comme je vous le disais tout à l'heure, le crédit immobilier, donc, il va reposer uniquement sur votre revenu pour votre résidence principale. Donc, c'est un choix de confort et de stabilité. Par contre, pour le locatif, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est un peu la magie de ce qu'on appelle l'effet levier. C'est-à-dire que vous mettez une petite somme d'argent sur la table, petite prorata de l'investissement que vous allez faire. La banque va vous donner de l'argent. Vous allez donc emprunter.
et vous allez faire rembourser ce crédit par le locataire. Et donc, du coup, là, vous créez une vraie boucle vertueuse, qui est ce qu'on appelle un effet levier, c'est-à-dire qu'avec une petite somme d'argent, en face, vous allez avoir une grosse somme, et c'est pas vous qui allez la rembourser, c'est votre locataire. Alors, forcément, il y a toujours des risques. Il y a des risques de loyer impayés. Ils sont faibles quand même en France. Les statistiques, c'est aux alentours de 5%. Mais bon, le jour où ça vous arrive, vous êtes un peu... Bon, voilà, mais comme tout en finance, je le redirai tout à l'heure dans la croissance patrimoniale, les Américains, ils aiment bien dire ça, there is no free lunch, il n'y a pas de repas gratuit, c'est-à-dire que forcément, si vous avez un risque, en face, si vous avez un bénéfice à en tirer, en face, vous avez un risque, et notamment le risque locatif, il est là. Mais voilà, grosso modo, ça reste un super outil de construction patrimoniale parce que du coup, vous allez pouvoir gaper par l'emprunt votre patrimoine et qui sera remboursé par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant de faire du locatif là-dessus. Je ne sais pas si, Johan, tu as des questions là, sur la résidence principale, sur le locatif. Là, je m'arrête un peu 2 secondes, mais... J'en ai pas sur la résidence principale, mais par contre, j'ai une unique d'ailleurs, question sur l'investissement locatif. Est-ce que le fait d'acheter un appartement ou une maison, j'imagine, en investissement locatif, n'ampute pas notre capacité d'emprunt pour une résidence principale, dans un deuxième temps? Alors non, oui et non. Alors oui, ça en emprunte, mais il faut savoir que la banque, elle va tenir compte des loyers que vous allez recevoir par vos locataires. Et donc au lieu, comme je disais tout à l'heure, où vous avez sur vos 35% de taux d'endettement, quand vous faites une résidence principale, c'est 100% du crédit qui est imputé dans vos 35% de taux d'endettement, alors que là, ils vont pas en prendre 100% du tout, ils vont en prendre, ça dépend un peu des banques, mais aux alentours de 30% ou de 30 à 40%. Si vous avez en plus un turnover et que c'est dans une ville assez fort, vous pouvez avoir que simplement 30% de prix seulement de votre loyer, de votre crédit. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne vont tenir compte que 30%, en gros 2 loyers impayés par mois, par an à peu près, en vacances locatives, ce qui fait qu'ils vont pas tout prendre. C'est-à-dire que sur les 800 euros que vous allez rembourser par mois pour votre logement locatif, si votre locataire en face il vous rembourse 800, et ben la banque elle va considérer en fait que vous sortez de votre poche que 200 quoi, ou 300. Donc ça va un peu amputer, mais pas trop, et très peu. Contrairement à l'inverse. Où là, par contre, comme si c'est votre résidence principale, c'est 100%. Et donc, si on vous met au taquet du taux d'endettement, et ben, du coup, vous ne pouvez plus faire de locatif. Donc, vous ne pouvez plus construire le fameux effet levier dont je parlais. Peut-être que tu vas en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une logique ou un intérêt à avoir un emprunt pour un investissement locatif qui est plutôt court, plutôt long, adapté à quelque chose Normalement, alors j'en en parle, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le crédit pour ce qui est la résidence principale, il doit être le plus court possible et vous devez mettre un maximum d'apport pour justement baisser votre taux votre fameuse 30% ou 35% de taux d'endettement. Pour ce qui est du locatif, c'est complètement l'inverse. Il faut mettre le loyer le crédit le plus long possible. Comme ça, vous avez la mensualité la plus basse et d'avoir un taux après et de mettre le moins d'apport possible. C'est vraiment le plus important. C'est de quasiment pas mettre d'apport sur un locatif et de mettre le crédit le plus long possible pour avoir la plus petite mensualité possible. Parce que du coup, vos mensualités seront petites, votre taux d'endettement sera plus faible, et comme en plus, il va se rapprocher, c'est ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire entre le loyer que va payer votre locataire et le crédit que va vous coûter, les mensualités de votre crédit, ça va se rapprocher au plus proche. Et c'est en allongeant la durée du crédit que vous allez pouvoir faire ça. Et alors, on peut emprunter maintenant jusqu'à 20 ans pour faire un locatif, ce qui n'était pas le cas avant.
Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Moi, mon locatif que j'ai fait là, moi, j'ai emprunté sur 20 ans, j'ai mis 0 apport. C'est tout bénef parce que du coup, moi, mon taux d'endettement, il est très, très faible, très, très peu imputé par les loyers, par le crédit que je rembourse. Ok. Donc, voilà. Donc, durée courte, apport maximal pour la résidence principale, parce que le but est de rembourser le plus vite possible pour ne plus avoir cette charge de crédit parce qu'elle vous impute à 100%. Pour l'investissement locatif, c'est complètement l'inverse. C'est le moins d'apport possible parce qu'il faut le mobiliser le moins de cash dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que l'immobilier rapporte peu finalement, et pour moi, l'immobilier n'a un intérêt que sur cette histoire de faire du vrai effet levier. Et donc, du coup, si vous voulez un vrai effet levier, il faut mettre votre crédit le plus long possible pour emprunter le maximum de sommes possibles, sachant que les taux d'intérêt, vous allez pouvoir les déduire de vos loyers. Donc, on s'en fout un peu des taux d'intérêt et on s'en fout que vous payez un peu plus d'intérêt sur forcément, hein, si vous faites un loyer, un crédit plus long, vos taux d'intérêt seront un peu plus élevés. Mais on s'en fout un petit peu dans le locatif parce que c'est de toute façon votre locataire qui paye. Ok. Et voilà. J'ai une deuxième question que je te lis. Si on n'achète pas notre résidence principale, on doit continuer à louer à quelqu'un, à un propriétaire, notre appartement ou notre maison, donc on pourrait avoir l'impression de perdre, entre guillemets, de l'argent. Est-ce le cas ? En fait, il faut calculer. Il faut prendre vos calculettes. Et comme je vous ai dit, oui, effectivement, vous enrichissez un propriétaire, bailleur. Mais si déjà mais je vais essayer de répondre de façon structurée. Si vous achetez votre résidence principale, n'oubliez pas, vous avez des frais de notaire. Ces frais de notaire, ils sont relativement importants. Alors, on dit frais de notaire, mais en fait, c'est énormément de taxes. Le notaire, il ne touche pas grand-chose sur ces frais-là. Mais en fait, ça, c'est à fond perdu. Et je vous ai dit, il faut 7 ans, en moyenne, pour récupérer sa mise. Donc, pendant 7 ans, dans une résidence principale, vous enrichissez pas le bailleur, vous enrichissez le notaire en mettant des gros guillemets, puisque évidemment, c'est pas le notaire qui touche tout, mais l'État. Ensuite, il faut regarder les charges. Il y a des charges beaucoup plus importantes quand on est propriétaire que quand on est locataire. Quand on est locataire, on paye ses charges d'eau, d'électricité, un peu les relèves des ordures ménagères, et après le reste, c'est plus votre problème. Si la chaudière elle tombe en panne, c'est le propriétaire qui casque. Si vous achetez votre logement, votre appartement tout de suite, alors qu'en plus, vous savez que vous n'allez pas rester dans les 7 ans et que pas de chance, la chaudière, elle tombe en panne, c'est pour votre pomme, à 100%. Pas de chance, le syndic de copropriété a voté un ravalement de façade 1 an après que vous ayez acheté votre appartement, vous pleurez parce que vous taxez à maximum le ravalement de façade, alors que 3 ans après, vous partez de votre appartement parce que vous avez fondé une famille et que votre appart il est trop petit ou que vous avez eu une mutation derrière. Donc en fait, c'est tous ces coûts-là qui sont cachés. Vous ne payez pas actuellement de taxe d'habitation quand on est locataire. Quand on est propriétaire, on paye la taxe foncière. Et comme il n'y a plus de taxe d'habitation, je vous garantis que la taxe foncière, elle est multipliée quasiment par 2 là. Donc c'est tous ces coûts cachés qu'il faut calculer. Il y a dans certaines villes assez peu chères, je pensais à Saint-Étienne, peut-être un peu Poitiers, des villes un peu secondaires. Là, par contre, vous avez peut-être un peu plus d'intérêt parce que vous allez plus vite rattraper comme votre foncier est un peu moins cher par rapport au locatif et au loyer, vous allez rattraper un peu plus vite. Mais sur Nantes, clairement, sur des grosses villes patrimoniales comme ça, moi, je ne conseille pas d'acheter tout de suite maintenant. Ok. Ensuite, l'immobilier professionnel. Alors, l'immobilier professionnel, c'est de se dire, en fait, on entend partout, tout le temps, il faut acheter son lieu dans lequel vous allez exercer. Alors moi, je dis oui, je suis assez d'accord avec ça. Attention, sur certaines choses néanmoins. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que tu maîtrises ton outil de travail, c'est-à-dire que du coup, personne ne peut te virer. Ça, c'est quand même la chose hyper intéressante parce qu'un bail commercial, il peut être mis fin. Et puis, moi, j'ai déjà connu des professionnels de santé, des podologues notamment, ou des kinés qui ont dû retrouver un
un logement en catastrophe, un cabinet en catastrophe, ça peut vite devenir la galère. Il faut tout rechanger, les papiers, les trucs. Enfin, c'est déjà une galère pour le fonctionnement de l'installation. Alors, si en plus vous devez déménager parce que le propriétaire vous met dehors, c'est clairement pas facile. Évidemment, vous évitez l'explosion des loyers. Vous êtes plus soumis à l'explosion des loyers. Vous devez quand même vous verser un loyer. Et je vais expliquer un petit peu le phénomène. Et puis, évidemment, on sécurise son activité sur 10-20 ans. Mais là, c'est pareil. Il faut aussi raisonner en foncier. Parce que si vous savez pas si vous allez vous installer avec les personnes avec qui vous êtes, vous savez pas trop comment vous projeter dans votre avenir professionnel, ou que les personnes avec qui vous êtes, elles n'ont pas monté ce qu'on appelle une société civile immobilière, on va en parler très vite après, et ou que l'immeuble que vous achetez, le cabinet, il n'est pas aux normes, la copro est pas terrible, c'est vieillissant, il va falloir faire des travaux de fou, là, vous évitez de mettre des billes dedans, quoi. C'est toujours pareil. Il faut aussi raisonner un peu en immobilier. Et si clairement on vous dit qu'il y a plein de travaux à faire dedans, je vais peut-être pas me mettre là. Ou si mes associés avec qui je suis, je sens qu'ils sont un peu bordaliques, ils n'ont pas trop monté leur société civile immobilière. En tout cas, les statuts sont mal rédigés. Quand vous les faites relire par des avocats ou autres, vous sentez qu'il y a des gros trous dans la raquette. Là, avant de signer, vous essayez de remettre tout ça en place. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier, à moins que vous vous installiez tout seul, mais c'est quand même assez rare, pour pouvoir acheter à plusieurs un bien, on se met en société, c'est-à-dire qu'on s'associe avec des personnes. On monte une société qu'on appelle une société civile immobilière, parce qu'elle est uniquement à visée immobilière. Et c'est cette société civile qui est propriétaire du logement. C'est plus vous directement. Et vous êtes ce qu'on appelle associé à part égale ou à part inégale, ça dépend de comment vous voulez structurer votre investissement, et vous avez une part en gros du logement. Et donc, quand vous allez intégrer le logement, une SCI, il faut estimer la valeur de votre cabinet et vous le divisez par le nombre de personnes qui sont présentes dans la société civile. Et donc, en fait, c'est des parts de SCI que vous achetez. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être, vous, en tant que médecin, vous allez verser des loyers à la SCI. Donc, en tant que professionnel, vous déduisez en plus ces loyers de votre bénéfice, de votre chiffre d'affaires. Mais par contre, ces loyers-là, derrière, si vous êtes associé à la SCI, vous allez les encaisser. Et par contre, ils sont taxés par l'État derrière. Il va falloir les déclarer sur le revenu. Et c'est taxé assez lourdement les revenus immobiliers. Donc, c'est aussi ça qu'il faut réfléchir quand vous investissez dans une SCI, c'est qu'il faut se dire, si le revenu que je vais toucher, il est imputé de à peu près 40%, parce que c'est à peu près ça dépend de votre taux, on en reparlera après, de votre taux marginal d'imposition, mais en gros, souvent c'est extrêmement taxé, et donc il faut un peu faire attention quand on s'installe, et notamment sur les revenus immobiliers issus de la SCI. Voilà, pour l'immobilier professionnel, mais grosso modo, c'est quand même mieux d'acheter ces murs, mais pas pertinent si tu restes pas, si t'es sûr de partir rapidement. Je sais pas si j'ai été clair par là. Donc la SCM, c'est vos charges, la SCI, c'est les murs. Deux logiques différentes. C'est ce que j'expliquais à l'instant. Je vais juste revenir, Guillaume, sur le chapitre d'avant. L'investissement locatif, il y a une dernière question. En investissement locatif, pourquoi prendre plus de temps pour rembourser le prêt, sachant qu'on aura plus d'intérêt? La sécurité, point d'interrogation. Et j'en profite pour compléter avec ma question sur l'imposition des revenus locatifs dont tu parlais là. Est-ce qu'il s'impose aussi sur les loyers payés par le locataire dont on est le propriétaire? Bien sûr. Alors,
Ce qu'il faut, c'est comprendre par rapport pourquoi durée longue, parce que c'est extrêmement intéressant, parce que on s'en fiche de rembourser rapidement son prêt dans l'investissement locatif, je parle, attention, de l'investissement locatif, pas de votre résidence principale. C'est deux logiques différentes. Dans l'investissement locatif, ce n'est pas vous qui remboursez les loyers, c'est votre locataire. Et l'intérêt de mettre le plus d'argent possible, entre guillemets, c'est d'emprunter le plus d'argent possible, c'est d'augmenter ce fameux effet levier. C'est-à-dire que moins vous allez mettre d'argent sur la table, plus c'est l'argent de la banque qui va être utilisé. C'est ça l'effet levier, c'est-à-dire vous mettez un tout petit peu d'argent et en face, vous avez un levier qui vous permet d'emprunter, d'avoir une masse d'argent. C'est-à-dire que vous mettez 10 000 sur la table, la banque vous verse 150 000, votre logement il vaut 160 000 euros. Sur ces 160 000, ensuite, vous allez rembourser sur ces 150 000 euros à la banque, vous allez rembourser du crédit. Mais comme c'est pas vous qui le remboursez, c'est votre locataire, c'est là que c'est extrêmement intéressant. Parce que du coup, le locataire, plus le loyer du locataire va être proche de votre crédit immobilier, moins vous sortez d'argent par mois, et donc moins vous sortez de capital, et plus c'est en fait le capital de la banque, et vous vous faites rembourser ce capital de la banque par quelqu'un d'autre. Et on peut penser que plus le prêt va durer longtemps, moins le capital mensuel à rembourser, l'échéance mensuelle sera élevée. C'est ça. Oui, forcément, parce que donc, forcément, mais par contre, les taux d'intérêt sont plus hauts. Mais comme les taux d'intérêt, et c'est là où j'en viens à ta question, Johan, qui est intéressante, c'est oui, vous allez être taxé sur vos revenus immobiliers. Et c'est pour ça qu'il faut bien structurer votre achat immobilier. Vous avez plusieurs manières d'acheter. Alors maintenant, il y a un nouveau statut qui s'appelle le statut de bailleur perso, mais on va pas revenir dessus. On va, grosso modo, pour simplifier et pas perdre tout le monde, on va dire il y a deux grandes logiques. Vous avez le loueur meublé non professionnel, le fameux LMNP, qui est assez connu, même s'il a été un peu entaché. C'est la manière, entre guillemets, la plus défiscalisante de faire de l'immobilier. Je vais y revenir. Et le deuxième logique, c'est le statut de location nue. La location nue, vous touchez les loyers, comme pour la SCI dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vos locataires vous payent votre loyer, et là, l'État va prendre de l'argent directement sur votre loyer. Alors après, on peut faire du déficit foncier, tout ça, on peut quand même déduire un certain nombre de charges, dont les intérêts de la banque d'ailleurs, pour revenir là-dessus. De ça, des loyers que vous allez avoir à la fin de l'année, l'État, il va regarder, il va faire une somme, il va dire, voilà, monsieur, vous avez touché 800 euros x 12, et donc du coup, voilà, on va vous taxer à 30% pour votre impôt sur le revenu, plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc ça fait 40% du revenu que vous deviez toucher, qui normalement vous servait à rembourser la banque, va à l'État. Donc ça, c'est la location nue. Donc c'est pour ça que vous êtes extrêmement taxé. Et l'autre manière, c'est de faire de la location en meublé professionnel, non professionnel, où là, cette fois-ci, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais vous pouvez créer une sorte de société. Il faut l'ouvrir. Vous allez à l'INPI, voilà, vous ouvrez votre société, vous mettez votre nom, votre prénom, c'est assez rapide à faire. Il faut avoir une comptabilité. Mais le gros avantage, c'est que vous pouvez déduire tous les travaux, toute la somme des travaux que vous faites, les intérêts d'emprunt. Comme vous mettez des meubles à l'intérieur, vous pouvez déduire tous vos meubles. Ce qui fait qu'à la fin, l'État, quand il prend les loyers de votre locataire et qu'il enlève les intérêts d'emprunt, les travaux, les meubles que vous avez achetés, à la fin, il considère, l'État, que vous avez zéro. Du coup, c'est comme si vous ne gagnez pas d'argent. Enfin, comme si vous ne gagnez pas d'argent par votre locataire. Et donc, il ne vous taxe pas. C'est ça le gros avantage du LMNP. Et si vous faites des gros travaux dedans, parce que vaut mieux faire un logement et des travaux avec à l'intérieur, c'est ça la stratégie, c'est d'aller mettre un peu de travaux dedans.
et idéalement de se les faire financer par la banque. Comme ça, derrière, vous êtes à zéro dans votre impôt sur le revenu. Et personne ne vous taxe. Par contre, vous remboursez tous vos loyers avec le loyer du locataire. Donc, c'est quand même un point hyper intéressant là-dessus, sur le LMNP. Ok. Une autre question sur l'investissement locatif. Ne vaut-il pas mieux sortir un petit peu d'argent en apport pour que les loyers couvrent totalement l'échéance du prêt C'est une mauvaise idée. De rembourser son capital plutôt que de rembourser les mensualités à la banque? Ouais. Alors en fait, pourquoi c'est pas forcément une bonne idée? En fait, c'est un ratio. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre capital que vous mettez dans votre appartement, en fait, c'est un capital qui est un peu dormant. Parce qu'en fait, il faut savoir que les prix de l'immobilier, et notamment en ce moment, mais à terme, augmentent peu. Très peu. On a l'impression que c'est énorme parce que là, effectivement, il y a une très grosse hausse, mais on dit en moyenne que l'immobilier, ça fait du 3%, 3-4% par an. Donc en fait, si vous mettez du capital, beaucoup de capital, pour essayer de coller à votre... en vous disant, bah, comme ça, tant mieux, je vais avoir mon loyer qui va être identique à mon crédit, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, votre capital, il travaille pas. Il reste dans vos pierres, dans vos murs, et il travaille à 3%. Parce que c'est grosso modo ce que vous allez pouvoir récupérer quand vous allez revendre votre logement. Et d'ailleurs, l'immobilier, et c'est ce que disent souvent les pros de l'immobilier, la plus-value que vous allez faire, c'est un bonus. La plupart du temps, on fait peu de plus-value. On en fait un peu, mais en tout cas, il ne faut plus compter sur les plus-values qu'on a eues à l'époque là. La démographie en France baisse, le nombre d'étudiants baisse. Vous allez voir, dans 20-30 ans, c'est pas du tout sûr que l'immobilier soit au taquet comme elle l'a été pendant les 15-20 dernières années. Et donc, la plus-value, c'est vraiment un bonus. C'est pas garanti du tout. Et du coup, si vous mettez beaucoup de capital dedans, c'est comme si vous mettiez à travailler votre capital à 3%. Or, il y a quand même mieux à faire, on en parlera tout à l'heure, que de l'investir à 3%. Le seul intérêt, moi, que je vois à l'immobilier, c'est l'effet levier, ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire de mettre le moins d'argent possible, de maximiser au maximum l'emprunt, de se faire, alors d'essayer d'avoir un espèce d'équilibre. C'est compliqué maintenant avec les taux d'intérêt, mais avant c'était faisable, d'avoir un loyer qui couvre vos crédits, de mettre le moins de billes de votre capital à vous, et que ce soit le capital de quelqu'un d'autre qui rembourse ça. Parce que du coup, à la fin, ce que vous allez gagner, c'est tout ce que le locataire aura payé en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous en faisant rien, entre guillemets, enfin si, parce que c'est un faux passif, mais c'est quand même, il y a un peu de choses à faire, il faut gérer le locataire, tout ça, mais grosso modo, en faisant peu, en mobilisant très peu de capital, c'est le seul actif en France où on peut faire ça. On ne va pas rentrer dans les détails, on peut le faire aussi avec des actions, des obligations, tout ça, mais je ne vais pas parler du crédit Lombard ici. Mais grosso modo, c'est le seul actif en France où vous pouvez emprunter de l'argent pour augmenter votre capital. Ça n'existe nulle part. Il y a aucun autre truc qui permet de faire ça que l'immobilier. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, c'est pas vous qui remboursez, c'est votre locataire. Donc ne mettez pas trop de capital dedans, parce que sinon, il s'immobilise. Et voire même à terme, il y en a qui disent qu'au bout de 12 ans de LMNP, ils revendaient leur LMNP. Alors maintenant, c'est un peu moins vrai parce qu'ils réintègrent les plus-values. Ces fumiers-là, on trouvait ça dans le gouvernement, mais avant, il n'y avait pas ça. Ce qui fait que quand le capital, entre guillemets, mobilisé dans la pierre était trop importante par rapport à ce qui restait de crédit à rembourser, eh ben, on revendait. Au bout de 10 ans, il fallait revendre parce que justement, le capital immobilisé dans ta pierre était trop important. Et du coup, comme il travaillait à 3%, ça n'avait aucun intérêt. Autant le revendre, refaire des petits en faisant avec tes tout petits apports, tu faisais avec les, je sais pas moi, 70 000 euros ou 80 000 euros que tu avais récupérés, bah, tu faisais 10 apports de 8 000 et tu refaisais 10 emprunts différents pour regrossir. Et c'est comme ça qu'il y en a avec le LMNP qui se sont fait des fortunes grâce à ça. Donc pas de capital, le moins possible. C'est pas une bonne idée de mettre du capital dans l'immobilier.
Attention, l'immobilier locatif, je réinsiste bien là-dessus. Pas votre RP. La RP, c'est complètement différent. C'est l'exact contraire de ce qu'il faut faire sur la RP. Bah écoute, je n'ai plus de questions et il est 21h. Et nous ne sommes pas à la moitié, je crois. On va essayer d'avancer. Les pièges du début d'exercice, on en a parlé un petit peu. Alors, vous êtes plus trop nombreux à le faire, mais quand même. Beaucoup de jeunes médecins pensent que les revenus sont nets de tout frais. Attention, c'est faux. Évidemment, vous avez des rattrapages d'URSSAF qui retombent avec 1 ou 2 ans de décalage. Alors maintenant, quand j'ai fait cette diapo-là, je connaissais pas le régime du RSPM, mais grosso modo, ça vous permet quand même de limiter cette fois-ci les cotisations CARMF plutôt, hein, si je me trompe pas. Tu m'arrêtes si je me trompe, Johan, de ce que j'en ai compris. Exactement. Ouais. Mais par contre, c'est c'est réservé qu'aux remplaçants. Et ça a une limite de revenus. Donc moi, ce que je conseille, c'est de toujours anticiper les corrections que vous aurez plus tard d'URSSAF et de CARMF, même si vous en aurez moins, parce qu'avec le RSPM, il faut aller a priori jusqu'au bout du truc et vraiment le maximiser au plus possible. Il faut mettre 50% de côté. Moi, c'est comme ça que j'ai fait les 2-3 premières années, comme ça j'ai j'ai jamais eu une mauvaise surprise. Et vous n'aurez jamais une mauvaise surprise. Et au mieux, vous aurez capitalisé, vous aurez un petit pécule que vous aurez mis un peu trop de côté et que vous réinvestirez plus tard. En emprunt, en faisant un apport pour un petit locatif, si vous voulez pas mettre trop d'apport, voilà. Mais grosso modo, si vous faites ça, faites attention à la CFE, hein, parce que la cotisation foncière des entreprises, on la paye même quand on est remplaçant. On peut se faire exonérer la première année, mais elle tombe et c'est quand même 500-600 balles qui tombent. Hein, c'est quand même pas rien. Hein. Et juste, on entend souvent parler du 50-50 avec le charge et puis le net de tout frais qu'on se verse à côté. Une fois que toi, tu es installé propriétaire, je crois, ça tourne autour de combien les charges d'un médecin libéral généraliste? Ça va. Alors, c'est hyper variable de si tu as une secrétaire, si mais grosso modo, moi, je pense que je mets 40 avec tout compris, hein, c'est-à-dire pas mes impôts sur le revenu, par contre, mais sur tout ce qui est cotisation sociale, URSSAF, plus ce que je mets de côté, grosso modo, c'est 4 000 sur 12 000 à peu près. À peu près 12 000 de chiffre d'affaires par mois. J'ai 4 000 de charges à peu près. 4 000, 4 500. Ok. D'accord, ça vous donne autour de 35%, quoi. Voilà, entre 35 et 40%. Ok. Donc c'est quand même pas rien, hein. C'est voilà. Mais ça se fait, c'est-à-dire que évidemment, si c'est parce que vous avez le ratio, en gros, il augmente peu, si je puis dire, alors, sauf si vous faites vraiment très très peu d'actes et que vous avez des grosses charges de cabinet. Mais grosso modo, voilà, il y aura peut-être une question là-dessus après, mais mais voilà. Donc c'est grosso modo ces charges-là, ouais. Faut compter 40%. Et au début, prévoyez large, j'ai fait 50. Ouais. Et donc sur le RSPM, juste pour rajouter, la grosse différence, c'est effectivement qu'il n'y a pas de CARMF, donc la retraite, il y a une cotisation en partie exonérée de l'assurance maladie, qui est comprise dans l'URSSAF. Et le gros avantage, moi, que je vois, c'est que l'URSSAF est payable, donc on paye que l'URSSAF. L'URSSAF est payable en temps réel, au trimestre, sur l'activité déclarative des 3 mois glissants passés, enfin des 3 mois du trimestre passé. Et donc ça permet de ne pas avoir trop à anticiper ce décalage, mais qui arrivera forcément quand on sort du RSPM. Pour information, donc ça comprend pas les impôts, hein, ça comprend toutes les charges hors matériel, hors rétrocession, impôts, etc. C'est entre 13,5 et 21,2% l'imposition le taux de prélèvement de l'URSSAF. Et c'est possible jusqu'à 19 000 euros d'argent rétrocédé. Si on dépasse 19 000 euros 2 années consécutives, donc pour les internats ou pour les personnes qui font une FST, on peut faire plus de 19 000 une année, moins de 19 000 la deuxième année, de nouveau plus de 19 000 la troisième année et être encore sous le RSPM la quatrième année. Par contre, si on dépasse 2 fois le seuil, donc 38 000 euros une seule fois, on est viré au 1er janvier de l'année suivante. Donc il y a effectivement moyen de s'organiser avec des remplacements qui sont un petit peu moindres une année au milieu pour avoir le RSPM 4 ans qui fait quand même économiser 20%, autour de 20% d'URSSAF, ce qui n'est pas ridicule, quoi.
Ah ouais, non, carrément pas, hein. C'est un super outil qu'ils ont mis en place qui, moi, n'existait pas à l'époque. Alors, par contre, je crois que j'avais vu que on peut pas avoir la création jeune entreprise. La CRE, voilà, c'est ça, l'aide à la création ou la Et on reprise peut d'une pas avoir l'AC, activité. effectivement, ouais. C'est ça, On peut pas avoir l'AC puisque l'entreprise est créée via le site de l'URSSAF, qui est pas le c'est site ça. de l'URSSAF d'ailleurs, qui s'appelle Médecin Remplaçant. Il y a à peu Ouais. près rien à faire. Enfin, il y a rien à faire d'ailleurs. Juste à les contacter, à leur dire, leur donner son numéro de sécu et notre nom, et l'entreprise est créée pour nous, et donc on n'est pas éligible à l'ACRE, effectivement. La CFE, elle est quand même exonérée la première année et à 50% la deuxième, je crois. Mais Ouais. après, effectivement, faut la payer après, quoi. Bon, Après, par il y a rapport des à parts, hein, l'argent économisé par rapport au PAMC, c'est quand même moindre, mais ça existe. ouais. Matériel du cabinet, fonds propres au crédit. Clairement, il faut utiliser des crédits si si notamment le matériel commence à coûter un petit peu cher. Pourquoi? Bah, tout l'intérêt, en fait, c'est que C'est quoi un petit peu cher, Guillaume? un petit peu cher, je dirais, si ça dépasse 2000 euros, 2000 euros, il faut emprunter, quoi. Ça va, moi, je pense que pour moi, 2000 c'est le cut-off. En dessous de 2000, bon, si vous avez un peu de fonds propres, vous allez vous faire chier à monter un prêt bancaire. Les taux d'intérêt sont pas si hauts que ça. Voilà. Mais si c'est, je sais pas, moi, 5000, 6000, 10 000 euros, bon, voilà, vous mettez rien en cash, surtout pas, quoi. Parce que sinon, en fait, l'intérêt du crédit, c'est encore une fois, c'est pas votre argent. Donc, c'est l'argent de la banque. Les taux d'intérêt, vous les déduisez de votre chiffre d'affaires. Et en plus de ça, le matériel que vous avez acquis vous permet parfois d'augmenter si vous faites l'acquisition d'un ECG ou d'un spiromètre ou d'un appareil d'écho. Vous voulez acheter tout, il vaut mieux même acheter tout d'un coup avec un gros crédit pro. Parce que derrière, ben, vous mobilisez pas de capital, donc votre capital à vous le faites travailler sur autre chose, on en parlera. Les taux d'intérêt, vous les faites vous les déduisez de vos emprunts, de votre chiffre d'affaires, pardon, et puis comment vous amortissez votre matériel, parce que le matériel, ça s'amortit en comptabilité, donc hyper intéressant, et vous augmentez votre cotation parce que vous avez des outils de pointe et qui sont cotés. Donc c'est vraiment enfin là, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu la quadrature du cercle. Là, c'est les 4 cercles vertueux du crédit professionnel. Et franchement, il faut l'utiliser et ne pas mettre de fonds propres. Très, très peu. Enfin, évidemment, 1000, 2000 euros, grand max, quoi. Mais après, au-delà de 2000, là, il faut commencer à emprunter. Parce que c'est con d'aller mobiliser 3000, 4000, 5000, alors que vous pourrez l'emprunter, que en plus, vous allez avoir des taux préférentiels qui sont intéressants, que le taux d'intérêt, finalement, il n'importe pas beaucoup, sauf évidemment si on vous met 15%, mais personne ne vous mettra ce tarif-là. Et qu'en plus vous pouvez le déduire de vos charges, donc c'est vraiment le, le, le point gagnant, c'est vraiment ça. Il faut vraiment faut emprunter, hein, parce que garder votre capital pour le faire travailler pour vous. Hein. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport au crédit professionnel. Non. Alors, investir pour sa retraite quand on est soignant, bah, comme je disais, on prend soin beaucoup des autres, le temps file, la retraite ça se prépare trop, on construit notre liberté de demain et notre avenir mérite autant d'attention que nos patients. Ça peut paraître des phrases un peu bateau, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si on se laisse pas, si on s'en occupe pas, on peut vite se faire déborder et ne pas investir. Et ça, c'est vraiment dommage de laisser cet argent dormir sur vos comptes courants, dormir sur vos livrets, alors qu'il pourrait être mieux utilisé. Alors, quelle est la différence entre l'épargne et l'investissement? L'épargne, c'est en gros votre matelas de sécurité. C'est de vous dire, ce matelas, en fait, il va vraiment dépendre de vous, de votre aversion au risque, de votre... En fait, il faut bien dormir. C'est-à-dire, vous vous dites, bon, bah voilà, si j'ai 3, 6 mois, allez, grand max, 1 an
loyer ou de charges, de machin, de tout ce que vous dépensez dans les fameux 50% dont je vous ai parlé tout à l'heure, le 50-30-20, il faut que vous ayez ça de côté sur un livret sécurisé, directement, rapidement mobilisable. Les livrets de sécurité, c'est le livret A, le livret de développement durable, le livret d'épargne populaire si vous y avez accès, un peu les fonds euros en assurance vie si vous voulez. En gros, des trucs qui ne font pas gagner d'argent, qui ne font pas en perdre, et qui font, en tout cas, visuellement, vous avez l'impression de ne pas en perdre, même si vous en perdez un peu. Mais voilà, l'idée, c'est de vous dire, j'ai au moins 3, 6, 8 mois, 12 mois, ça dépend vraiment de votre aversion. Au-delà de 12 mois, je trouve ça un peu fou, mais voilà, c'est de vous dire, si je m'arrête de bosser, que je gagne plus d'argent, zéro, je peux puiser dans cette réserve-là. Et ça va vous permettre de dormir tranquille pour pouvoir, à ce moment-là, investir et aller dans la colonne 2, qui vont être dans des structures d'investissement qui vont être un peu plus rentables, avec des rendements un peu plus élevés. Est-ce que, voilà, donc le matelas de sécurité, l'épargne de précaution, c'est un petit peu différent, mais en gros, j'ai un peu différencié le matelas de sécurité et l'épargne de précaution, mais en gros, le matelas de sécurité, c'est si votre lave-linge tombe en panne, vous avez un gros achat à faire, vous devez changer d'aspirateur, de machin, de trucs. Bon, l'aspirateur, c'est pas grand-chose, mais c'est un mauvais exemple. Mais le lave-linge, le sèche-linge, un problème de toiture ou autre, et vous devez sortir immédiatement de l'argent. Bon, bah ça, c'est votre matelas de sécurité, et votre épargne de précaution, c'est vos 3 à 6 mois de dépenses dont je parlais tout à l'heure. Mais grosso modo, c'est d'avoir un matelas de sécurité et une épargne de précaution qui vous soit tranquille. Il n'y a pas de bonne... bon, moi j'ai mis 6 mois de dépenses, mais il y en a chez qui c'est 1 an. Vous voyez, et puis il y en a d'autres, ils ont une activité hyper régulière, ça fait longtemps qu'ils sont installés, comme moi, je mets pas 1 an de côté à 2%, quoi, parce que sinon je perds de l'argent. Donc ça, avant d'investir, vous mettez votre épargne de précaution. C'est votre base. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas investir. Donc prenez votre compte en banque, vous prenez les 3 mois de dépenses que vous avez fait, vous calculez votre matelas de sécurité, et puis vous voyez le nombre de dépenses que vous faites contraintes, donc loyer, électricité, eau, bref, ce que vous voulez, les dépenses contraintes, et vous multipliez par 3, 6, 12, comme vous voulez. Et comme ça vous fait votre matelas de sécurité. Tant qu'il n'est pas là, moi je pense qu'il ne faut pas investir il faut pas investir tout de suite. S'il y a une chose à retenir encore de ce webinaire, c'est vraiment ça. La pyramide du patrimoine. Cette pyramide-là, c'est votre guideline pour tous vos investissements. Comme je vous disais, votre résidence principale, achat, location, bah, si vous voulez, bon, évidemment, il faut avoir un toit sur la tête. Donc, si vous n'avez pas de quoi mettre votre loyer, bah, effectivement, il y a malheureusement des Français qui ont du mal à se loger, donc eux, ils ne peuvent pas aller plus haut. Mais, grosso modo, si vous avez vos loyers, l'épargne de précaution, vous avez la base. Et après, vous pouvez commencer à investir un peu en fonds euros. Alors moi, c'est pas moi qui l'ai fait cette pyramide-là. Alors moi, je mets en fonds euros plutôt dans l'épargne de précaution. Je squeeze un peu cet étage-là. Et ensuite, derrière, on peut commencer à réfléchir à investir en immobilier, dont je vous en ai parlé, avec les effets leviers. Et ensuite, vous commencez à faire de la bourse avec les actions, les obligations, les ETF, les fonds d'investissement. Et tout en haut de la pyramide, c'est la crypto-monnaie, c'est le crowdfunding immobilier, c'est l'art, c'est les matières premières, etc. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que je vois aussi pas mal de jeunes qui commencent un peu à boursicoter, à acheter des ETF, à ouvrir des PEA, parce que c'est très gamifié, et puis c'est vachement... comment tout le monde dit faut investir. Ouais, mais si t'as pas déjà ta base, je pense que c'est une mauvaise idée que de commencer par de la crypto-monnaie, quoi. Justement, tu parles des PEA. On me demande où est-ce qu'ils se situent dans cette pyramide. Est-ce qu'ils sont rangés dans bourse? Ils sont rangés dans bourse. PEA, PER, on en reparlera tout à l'heure.
si on en parle, assurance vie, tout ça, c'est là. C'est dans la bourse. Alors l'assurance vie, vous pouvez mettre un peu de fonds euros, vous avez même le droit de mettre de l'immobilier maintenant sur de l'assurance vie. Mais grosso modo, tout ce qui est actions, obligations, ETF, PEA, tout ça, c'est là-dedans. Le PEA, c'est une enveloppe. C'est votre valise. Donc, vous avez une poche, une valise avec de l'épargne de précaution, votre résidence principale, tout ça. Ça, c'est votre matelas de sécurité, votre fonds euro. Ça, c'est votre grosse valise principale. Celle-là, c'est votre matelas. On appelle ça un matelas de sécurité. Comme ça, on est sûr que si on tombe, on se fait pas mal. Et ensuite, vous commencez à faire de l'immobilier locatif pour scaler et augmenter votre patrimoine par la dette. Et puis, ce qui vous reste, entre guillemets, vous commencez à l'investir en bourse et en crypto et en ce que vous voulez. Et on parlera après des stratégies, si vous voulez, un peu plus précisément dans la bourse. Mais voilà, déjà, si vous n'avez pas votre base, moi, je pense qu'il ne faut pas aller ouvrir des PEA, des machins. Si vous voulez vous amuser, mettre un peu d'argent dedans, pourquoi pas. Mais il faut avoir constitué ses épargnes de précaution, de quoi payer son loyer, parce que si vous n'arrivez plus à payer votre loyer parce que vous avez tout investi dans le Bitcoin, c'est quand même un peu emmerdant quand même. Donc voilà, je pense qu'il faut aller là-dedans avant d'aller dans des choses un peu plus complexes. Continue. Ouais, très bien. Alors, là, on rentre un peu dans le côté bourse. On va aller voir un peu de ce côté-là et un peu dans les patrimoines actifs. Pourquoi c'est intéressant de s'y pencher? Parce qu'en fait, si vous laissez votre argent là, tout votre argent en fonds euros, épargne de précaution, vous allez être rogné par ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation naturelle des prix. Comme généralement ces fonds-là sont inférieurs à l'inflation, nominativement, vous n'allez pas perdre d'argent parce que vous allez toujours avoir 20 000 euros sur votre livret A. Mais par contre, dans 20 ans, ce que vous serez capable de faire avec 20 000, c'est peu ou prou la moitié de ce que vous pouvez faire maintenant. Puisque là, sur les 20 dernières années, là, on a eu 54% de taux d'inflation cumulé. Ça veut dire que si vous aviez 20 000 euros en 2006, en 2026, ces 20 000 euros ne valeraient plus que 10 000 en taux effectif de ce que vous pourriez acheter. Donc c'est pour ça que cette fameuse épargne de précaution, c'est important de l'avoir, mais il ne faut pas mettre tout son argent là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'il faut commencer un petit peu à s'intéresser aux actifs de bourse, d'obligations, etc. Et s'il y a un mot-clé à retenir, c'est la diversification. Pourquoi ? Parce que, c'est comme le dit le vieil adage, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est quand même très embêtant. Et en gros, l'intérêt, c'est de diversifier pour vous exposer à un maximum et lisser le risque, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous voulez obtenir un rendement en finance, vous avez votre contrepartie qui est le risque. Dans les actions, la contrepartie, c'est la volatilité, c'est-à-dire la hausse et la baisse. C'est-à-dire que ça peut baisser, votre capital, il peut baisser, il peut faire un moins 30%, moins 40%. Si vous étiez entré en bourse juste avant la crise du Covid ou juste avant la crise des 2008, vous n'avez pas trop connu parce que vous étiez jeune, mais ça a été une grosse crise économique. Bon, voilà, vous perdez 50% de votre capital d'un coup. Hein. Donc, c'est très imprévisible. C'est pas pour ça qu'il faut pas y aller. Au contraire, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir du rendement. Et le rendement moyen de la bourse, c'est 6%. Toutes les crises confondues, y compris les guerres, ils sont allés remonter jusqu'à la guerre 39-45 et le choc de 29 que vous avez connu dans vos livres d'histoire. Donc c'est hyper intéressant la bourse. Hein. Ça vous fait du 6% par an en lycée. Mais ça monte et ça descend tout le temps. Donc si vous rentrez ou que vous mettez tout dans une action, le risque, c'est de se ramasser la tronche et de perdre de l'argent très fortement là-dessus. Donc, il faut avoir une allocation qui soit diversifiée. Alors, moi, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, donc je ne vais pas vous dire mettez 20% là-dedans, 10% là-dedans, 15% là-dedans. Alors, j'en parlerai un peu dans mes newsletters, évidemment, parce que je vais faire une newsletter sur la diversification. Mais l'idée, c'est de ne pas tout mettre dans les actions, de ne pas tout mettre
Il faut avoir un peu d'obligations à côté. Dans vos actions, il ne faut pas tout mettre sur les États-Unis, Nvidia, Apple et les Magnific Seven. Il faut un peu mixer, il faut en mettre un peu en Europe, il faut en mettre un peu dans le marché émergent. Mais l'idée, elle est là. C'est de vous dire, diversifier dans les secteurs, diversifier dans la géographie, diversifier dans les classes d'actifs et de ne pas avoir que des actions. Alors, les ETF facilitent la diversification. Je ne sais plus si j'ai mis un slide sur les ETF, hein. Mais les ETF, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, ça s'appelle Exchange Trade Fund. En fait, c'est un produit, un robot qui choisit un panier d'actions. Au lieu d'avoir, par exemple, uniquement Total, vous avez toutes les actions du CAC 40, donc des 40 plus grandes entreprises françaises, dans un seul panier. Pareil pour les États-Unis, vous avez le S&P 500, vous avez les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, vous avez une diversification comme ça qui est immédiate. Le point important donc c'est un super outil. En plus, c'est moins cher c'est très peu cher en termes de frais. Ça vous permet d'avoir cette exposition et parce que si vous vouliez vous acheter les 500 actions américaines, ça vous coûterait une blinde et demie. Donc c'est quand même un gros progrès. Ça existe depuis les années 70. Le premier ETF a été mis dans les années 70, mais ça a été franchement démocratisé là ces 5-10 dernières années. Et donc ça vous permet de diversifier immédiatement votre portefeuille. Néanmoins, il faut un tout petit peu se méfier, c'est que la diversification, elle peut être masquée, sans rentrer trop dans les détails, mais s'il y a des questions sur les ETF, moi je suis prêt à y répondre. Au contraire, c'est que cette diversification, elle n'est pas forcément si linéaire que ça, parce que par exemple sur le ETF MSCI World, qui est très connu, qui est l'ETF qui regroupe les 1600, 1006 ou 1700 plus grosses entreprises, vous avez 7 entreprises, dont 5 américaines, qui tractent 90% de la performance de l'indice. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être diversifié sur 1500 entreprises, mais en fait, vous n'êtes que sur 5. Et quasiment uniquement sur des entreprises de la tech. Donc, vous n'êtes pas du tout diversifié sur le plan géographique, vous n'êtes pas diversifié sur le plan sectoriel, vous êtes un tout petit peu diversifié sur le plan des entreprises, mais peu. Donc, quand j'entends dire il faut mettre sur un ETF MSCI World et puis c'est fini, vous mettez tout votre argent là-dedans, non, c'est pas diversifié, et puis ça peut violemment baisser, on l'a vu avec les élections de Trump la dernière fois, il faut avoir les reins un peu solides parfois. Et donc le temps est votre meilleur allié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le plus important. En parlant de la diversification, donc c'est une question, est-ce qu'il peut être intéressant de faire un remboursement anticipé d'une partie de son prêt contracté pour sa résidence principale? Oui. Oui, si tu as une grosse somme, comme je te dis, le but c'est de rembourser le plus vite possible ta résidence principale. Donc la logique voudrait dire que oui. Tout dépend après ce que tu veux faire de cette somme que tu vas libérer après derrière. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu fais un remboursement anticipé de ta résidence principale, du coup, tu n'as plus où ton loyer il baisse, ton crédit il baisse, voire il est complètement annulé. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Si c'est pour augmenter tes dépenses courantes pour vivre, là, c'est pas une très bonne idée. Parce qu'en termes patrimonial, je vois pas l'intérêt. Par contre, si c'est pour te dire, je me libère du cash flow, de la capacité d'endettement, pour aller réemprunter à nouveau et refaire du levier, cette fois-ci en locatif et plus en résidence principale, là oui, faut le faire. Parce que comme ça a vachement d'intérêt, parce qu'avec ton capital que tu auras mobilisé pour rembourser, tu fais du levier. Donc en fait, c'est comme si tu avais injecté un peu de capital et donc du coup, l'intérêt, il est là. Tu baisses ton taux d'endettement et tu fais ça. Mais il faut toujours avoir une arrière-pensée patrimoniale derrière. Parce que si c'est rembourser pour rembourser et de se dire j'ai plus de dette, ça pour le coup c'est dommage parce que ton capital tu pourrais le faire travailler ailleurs et notamment sur des actions, sur un mix actions, obligations et te dire moi je mets à 6% au lieu de le laisser sur ton... voilà. Ok. Attends.
Il y a quelqu'un qui a dû quitter sans faire exprès. Voilà. Bien, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Et je crois que c'est presque la fin, non? Ouais, on avait terminé. C'était surtout sur les questions-réponses. J'ai exprès pas trop détaillé parce qu'on voulait faire de l'immobilier. Je vous enverrai si vous avez d'autres questions sur le LMNP, sur tout ça, on pourra y revenir aussi. Ce que je voulais surtout vous faire passer comme take-home message, c'était vraiment ça, cette pyramide du patrimoine qui est hyper importante à maîtriser. Si vous devez retenir ça, donc c'est extrêmement important. La diversification et puis le 50-30-20. Qui est quand même un bon rapport pour essayer de savoir si on met de côté ou pas. Mettez 20% de côté, faites-le travailler. Ces 20%, si vous n'avez pas d'épargne de précaution et que vous voulez aller acheter, vous mettre une épargne de côté pour acheter votre résidence principale, ça doit être vos 20% seront fléchés là-dessus. Ça sert à rien de les mettre en ETF, en bourse, en machin, parce que c'est de l'argent que vous allez avoir besoin dans les 5 à 7 ans. Et donc, ne les mettez pas en bourse, laissez-les dans des fonds euros à minima. Et puis, si c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin, qui est pour du long terme, pour votre retraite, pour vraiment maximiser votre patrimoine, et que vous avez déjà fait un peu d'immobilier locatif, vous n'avez pas trop besoin de cash flow, d'apport pour faire un locatif, là, à ce moment-là, rentrez dans la bourse, renseignez-vous sur la diversification. Moi, je fais une newsletter bimensuelle, elle sert à ça. On parle, je parlerai de la bourse, je parlerai de la diversification. J'ai fait tout un article sur les ETF. Je vous enverrai évidemment l'abonnement sur ma plateforme. J'ai fait pas mal de trucs sur ça, sur les ETF, sur les différents types d'ETF qui existent. Il y a toute une newsletter dessus, sur l'immobilier, sur la SCPI, sur les différentes assurances vie. Je crois qu'il y avait des questions aussi sur le PER. Tu m'avais envoyé des questions un peu en avance. Je pourrais répondre, peut-être que la personne n'est pas là. Un PER, n'en ouvrez pas tant que vous n'avez pas un taux d'imposition qui est aux alentours de... Alors, moi, je suis un peu strict là-dessus, mais c'est mon point de vue, mais qui est quand même partagé à beaucoup de monde. Je pense que tant qu'on n'a pas un taux marginal d'imposition qui est proche des 41%, ça vaut pas le coup d'ouvrir. C'est quoi un taux marginal d'imposition à 41%? C'est un taux, c'est en gros, faut gagner, je vais vous les dire, j'ai plus les taux marginaux en tête, mais c'est énorme, un TMI à 41%, pour avoir ça, seuil TMI, il faut gagner aux alentours de 80... Comment? Non, je pensais que c'était moins. Je pensais que c'était plus de 75 000, mais c'est plus de 80 000. Non, en plus, c'est entre 83 000 et 181 000 euros pour une personne seule. En couple, faut multiplier, comme vous divisez faut multiplier par 2. Donc, si vous êtes en couple, faites 83 fois 2. Ça veut dire que votre couple, là, il faut qu'il gagne plus de 166 000 euros par an. Donc, c'est quand même pas vous, en tant qu'interne, si vous gagnez 166 000 euros par an, enfin, si vous êtes en couple, ou 83 000 euros par an, si vous êtes tout seul, bravo, top, mais ça m'étonnerait que ce soit avec votre salaire d'interne. C'est que vous êtes probablement quelqu'un qui avait de l'immobilier, des gros revenus, un gros patrimoine, et chouette pour vous. Mais ça m'étonnerait que vous ayez si vous avez des gens qui vous vendent du PER à leur côté interne, c'est une fausse bonne idée. Quand on est à 30%, ça vaut déjà tout le coup. Et quand on est à 12%, comme vous l'êtes probablement vous, ou à 30% tout juste, c'est même pas la peine d'essayer d'ouvrir un PER. N'ouvrez pas de PER. Ce serait dommage. Pour une question qui est un petit peu différente, est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir une assurance vie à notre âge où les frais de gestion de celle-ci font perdre son intérêt? Non, ouvrez-la vite. Ouvrez les deux, PEA et assurance vie, même si c'est pour mettre 150 ou 200 ou 500 euros dessus au départ. Pourquoi? Parce que en fait, le gros avantage de l'assurance vie, c'est qu'au bout de 8 ans de détention, vous avez un abattement
sur l'impôt sur le revenu. Et vous pouvez sortir jusqu'à 4500, même sans du tout, avec très très peu d'imposition. Donc ça, c'est le gros avantage de l'assurance vie. Il faut l'ouvrir très vite et utiliser des assurances vie avec des frais de gestion le plus bas possible. C'est une excellente question sur les frais de gestion. Il faut que vous ayez des frais de gestion qui soient proches de 0. Hein. C'est 1%. Donc n'ouvrez pas trop d'assurance vie. Je vais me faire un peu lyncher par les banquiers, mais faut pas ouvrir des assurances vie dans vos banques qui ont pignon sur rue, parce qu'en gros, vous financez votre banquier en faisant ça. Mais ouvrez des assurances vie en ligne. Vous avez plein, alors moi je ne vais pas faire de pub, hein, mais vous avez Yomoni, vous avez Lynxea, vous avez Cardiff, vous avez toutes ces assurances vie en ligne là, qui vous permettent de ne pas payer trop d'argent et d'avoir des frais de gestion qui sont bas. Vous mettez à la rigueur votre fonds euro, vous le mettez en fonds euro si par exemple c'est de l'argent que vous voulez mettre pour votre future résidence principale, vous mettez de l'argent là-dedans, vous ouvrez votre assurance vie, vous mettez tout en fonds euro, comme ça vous êtes quasiment sûr de ne pas perdre d'argent, à moins que l'Europe et la France fassent défaut, mais là ce ne sera pas les mêmes blagues. Et du coup, ouvrez les assurances vie et les PEA. Hein. Voilà, c'est vraiment le truc. Et le PEA, c'est au bout de 5 ans que vous avez votre exonération d'impôt sur le revenu, sur les plus-values. Ok. Bah écoute, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que juste tu peux nous rappeler comment est-ce qu'on peut adhérer à ta newsletter? Oui, voilà. Donc c'est la conclusion est la suivante. Donc évitez les erreurs de départ, structurez ses premiers choix et vous avez le QR code. Si vous voulez vous abonner à ma newsletter, c'est avec plaisir. Ça m'aide en même temps à continuer à proposer des contenus comme ça. Alors bon, moi, je suis absolument pas payé pour tout ce que je fais, hein, mais je le fais parce que ça me plaît et que c'est des chouettes projets. Mais voilà, ça donne des bases d'investissement en dehors de toute velléité de volonté commerciale, et c'est tout l'intérêt voilà, vous avez une information. Moi, je recherche, j'adore aller chercher des choses sur la finance perso, et donc j'en fais profiter la communauté comme ça. On n'est pas loin de 340 aux alentours là, donc ça commence à monter gentiment. Donc voilà, j'espère que vous allez faire grossir mon nombre d'abonnés. Je serais ravi de vous avoir. Il y a en plus, quand vous allez vous abonner, j'ai fait un guide d'une quinzaine qui reprend un peu tout ce qu'on s'est dit là sur le webinaire, de quinzaine de conseils sur l'investissement. Et puis vous avez toutes les newsletters anciennes sur, comme je vous ai dit, l'immobilier, les ETF, la bourse. J'ai fait des choses sur les obligations vertes. Moi, je suis hyper attaché à l'investissement responsable. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre date, hein, il y a le 24 février à midi, là, si vous êtes dispo. Mais de toute façon, je ferai le replay, mais à midi et demi, le 24 février, je fais un webinaire avec l'assureur Goodvest, qui est qui est un des seuls assureurs avec Greengot qui font de l'investissement responsable leur fonds de tests d'investissement, et ils n'ont que des fonds responsables en lien avec la protection de la planète, avec les choix sociaux, et moi ça me tenait à cœur de faire intervenir ces gens-là, et donc j'aurai 2 webinaires qui vont être consacrés à l'investissement, un peu on rentrera un peu plus en détail sur tout ce qui est investissement dans la pyramide du patrimoine, et puis la fois prochaine, tout ce qui est comment mettre de l'investissement vert dans toutes les strates d'investissement qu'on peut faire, de l'immobilier jusqu'à la bourse. Ok. Voilà, merci encore Johan pour dernière question qui revient sur le premier sujet, sur l'investissement locatif. Est-ce qu'il y a besoin de créer une structure, ou est-ce que tu conseilles de s'entourer de professionnels, de certains corps de métier voilà. Alors, c'est une question un peu vaste. En fait, ça va dépendre. Première question, est-ce qu'il y a besoin de créer une structure? Oui, parce que comme c'est une activité commerciale, tu es obligé de créer une structure. Donc déjà, de fait, tu es obligé de créer ta structure et donc de faire une comptabilité. Et donc, de fait, tu es un peu obligé de t'entourer. Alors, il existe plein de sites qui existent.
plein de choses qui t'aident à faire ta comptabilité de LMNP et de pouvoir faire la déclaration sur l'impôt sur le revenu. Parce qu'à un moment donné, il faut le rentrer dans ton impôt sur le revenu, même si c'est 0, il faut montrer ta comptabilité. Donc oui, tu es obligé d'être un peu entouré et oui, tu es obligé de créer une structure. Ensuite, pour les professionnels, tu peux tout déléguer. C'est-à-dire que il y a des sites qui existent. Bon, voilà, on va pas tous les nommer, mais pour en citer 2, pour éviter de la pub, tu as investissementlocatif.com, tu as Matera aussi qui fait ça très bien. Ce sont des plateformes où tu as des chasseurs de biens. Ils te gèrent les travaux, la rénovation, trouver le locataire, la gestion locative, voire même pour certains, ils te gèrent même l'emprunt. Bref, toi, tu arrives, tu dis, mon banquier m'a dit que que je pouvais emprunter tant, voilà mon budget, trouve-moi un appart dans une ville. Alors voilà, après, t'es pas à côté, c'est généralement loin de chez toi. Bon, moi, je suis pas un grand fan de ce type de structure-là parce que je trouve que j'aime bien être à côté de chez moi. Hein. Moi, j'ai chopé mon locatif juste à côté de chez moi parce que comme ça, au moins, toutes les merdes, c'est moi qui les gère. Mais forcément, si tu fais déléguer, bah, ta performance, elle est grévée par les frais que tu payes à ces gens-là et à ces intermédiaires-là. Plus tu t'entoures d'intermédiaires, plus ta rentabilité de location baisse. Parce que la rentabilité brute, ce sera donc tes loyers moins tes charges. Et ta rentabilité nette, bah, ça va être net de toutes les charges annexes qu'il y a autour. Donc là, c'est moins intéressant quand on s'entoure de trop de monde, parce que forcément, bah, tu baisses ta rentabilité. Ok.